Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Thomas Courbe, on s'est vu il y a quelques invitation. semaines à Bercy. Absolument. Sur un autre événement. Sur un autre sujet. Sur France Tourisme Tech. La tech est un peu partout, évidemment. Tout à fait. Alors justement, je le disais, comme le disait la présidente Véronique Turner de Numéo, mais également Jean-Philippe Couturier juste avant en introduction, ce qu'on voudrait savoir tout simplement, c'est une première question un peu toute bête, mais comment l'État, de votre point de vue, vous qui êtes notamment en charge de déployer la feuille de route du gouvernement, comment l'État se saisit aujourd'hui de ce qu'on appelle la révolution de l'intelligence artificielle ? Alors bonjour à tous et merci à nouveau pour votre invitation. On partage d'abord les constats qui ont été faits en introduction, c'est-à-dire le potentiel de la technologie et en même temps sa diffusion finalement trop lente dans l'économie et donc la nécessité d'accélérer cette diffusion et l'appropriation des solutions par les entreprises. Et là, peut-être c'est un vaste sujet, mais quelques réflexions. La première, c'est que finalement, l'IA est arrivée dans les entreprises souvent plus par les salariés que par les organisations, les salariés qui se sont saisis très vite de ChatGPT ou d'autres outils, ce qui implique aussi l'importance pour les organisations et les entreprises de maîtriser l'introduction de l'IA. À ce titre, pour citer un exemple, on a fait un guide sur le RAG, la manière de bien utiliser les modèles avec les données propres de l'entreprise. Évidemment, ça a été dit, mais c'est central. Les éditeurs de logiciels vont jouer un rôle central et dans la vitesse de diffusion. Et alors, je ne sais pas si j'ai le droit de révéler des chiffres, mais en tout cas, dans l'étude qui va être présentée, je ne veux pas spoiler, mais dans l'étude qui a été présentée, il y a 2 chiffres qui m'ont particulièrement marqué. C'est le nombre d'éditeurs de logiciels qui ont déjà intégré l'IA dans leurs produits, donc 40%, et ceux qui vont le faire dans les 2 ans, 42%. Donc, finalement, une vitesse assez importante. On va revenir effectivement tout à l'heure dessus. Et en même temps, on le voit dans l'économie, notamment par rapport aux États-Unis et à l'Asie, une diffusion dans les entreprises qui reste quand même insuffisante. Alors, pardon, vous vouliez ajouter quelque chose ? Et puis peut-être le dernier point, c'est on pourrait y revenir, mais il nous semble qu'une manière d'accélérer cette diffusion dans l'économie, c'est d'abord de faire émerger et puis ensuite de diffuser des cas d'usage qui vont être adaptés à des situations, des cas d'usage réplicables. Et donc, on a lancé au début de cette année un appel à projet pour faire émerger ces cas d'usage de l'IA générative qui répondent à des besoins très réplicables des entreprises. On va sélectionner ceux qui nous semblent à plus haut potentiel, les financer pour les aider à maturer et ensuite, on les utilisera dans des actions de diffusion dans l'économie. Alors, vous avez des leviers, notamment celui du réglementaire, au niveau de l'État, évidemment. L'Europe est, quand même, rappelons-le, le seul continent aujourd'hui à avoir régulé l'usage de l'IA au sens large. Et la Direction générale, justement, des entreprises est particulièrement impliquée dans cette mise en forme, dans cette mise en application, notamment de ces règlements à l'échelle européenne, avec notamment les règlements de l'IA et de NIS 2. Vous vous rappelez, évidemment, de ces récents règlements. Quelle vont être aujourd'hui la suite, justement comment vous allez continuer, justement, à faire que cette réglementation soit concrète ? Est-ce que vous avez des chantiers, je veux dire, court terme à nous donner aujourd'hui ? Oui, tout à fait. Donc, on est maintenant dans la phase de mise en œuvre du règlement IA avec les autres États membres et la Commission. D'abord, on pense que le règlement lui-même a trouvé le président de la République s'est exprimé sur le sujet, a trouvé un relatif équilibre entre l'innovation et la sécurité qu'on doit apporter à l'intégration de l'IA. Et la présidente Véronique Turner le disait, les clients ont besoin aussi de sécurité sur l'intégration de l'IA. Et maintenant, notre enjeu, c'est dans l'application qu'on maintienne cet équilibre entre capacité d'innovation, capacité à faire émerger des acteurs européens, des solutions européennes, et en même temps ce besoin de sécurité. Et donc, par ailleurs, dans la mise en œuvre du règlement, on n'aura pas les mêmes situations en fonction qu'on parle justement d'un éditeur de logiciels, d'un fournisseur de modèles, qu'on parle de cas d'usage à haut risque ou pas, et suivant l'endroit où on se situe dans la chaîne de valeur. Et donc, notre premier objectif dans ce qui nous reste à faire pour la mise en œuvre du règlement, c'est d'abord la clarté, la prévisibilité. Et donc, on travaille actuellement dans le AI Board qui a été mentionné tout à l'heure, qui rassemble tous les États membres et la Commission, sur notamment la définition des systèmes d'IA, qui est prévue par le règlement et qu'il faut maintenant clarifier, les listes des cas d'usage à haut risque et la liste des cas d'usage qui ne sont pas à haut risque. Ça, c'est pour
début février. Et donc, c'est des documents qui vont permettre de donner à chaque acteur plus de visibilité sur la manière dont la réglementation s'applique à lui et ce qu'il doit faire. Sur NIS 2, on a, on a plusieurs réglementations. D'ailleurs, il y a NIS 2, puis il y a le Cyber Resilience Act. Ça, finalement, je pense que pour les éditeurs de logiciels, je ne pense pas que ça va apporter des très grands changements. C'est des choses que beaucoup font déjà. On a par exemple dans le Cyber Resilience Act le principe du Security by Design, mais qui est déjà très intégré par la plupart des acteurs. On a souvent un besoin, dans le cadre de ces réglementations, de mettre en forme des choses qui sont déjà faites, des analyses de risque, par exemple, qui sont déjà faites, et donc il y aura une partie de formalisation. Et puis évidemment, on sera attentif à la mise en œuvre par les entreprises de plus petite taille. Pour les petites, en dessous de 50, ça ne s'applique pas, et pour les entreprises intermédiaires, il y aura des délais d'application qui sont nécessaires. Et je signale sur NIS 2 en particulier que l'ANSSI a une plateforme qui s'appelle Mon Espace NIS 2, qui est une plateforme qui met à disposition des ressources pour la mise en œuvre de NIS 2 par toutes les entreprises. Alors, vous le disiez tout à l'heure, vous avez dévoilé 2 chiffres qui vont être expliqués, notamment dans l'étude qui va être dévoilée dans quelques minutes par EY. Vous avez indiqué que presque la moitié, quasiment la moitié, 40% des entreprises aujourd'hui ont déjà implémenté l'IA dans leur entreprise. Je parle évidemment de votre secteur, les éditeurs des éditeurs de logiciels. Donc on voit bien que ce n'est pas un petit trend comme ça en disant tiens, je vais essayer, on verra. Et puis non, c'est vraiment quelque chose de très présent. On le voit, on peut évidemment l'élargir à l'économie au sens large. J'imagine que c'est aussi votre sentiment. Comment donc va évoluer le monde du software? Tout à l'heure, Jean-Philippe Couturier disait le SaaS peut devenir non plus le software as a service, mais le service as a software. Quel est votre point de vue là-dessus? Alors, mon sentiment, c'est que d'abord, il va y avoir une évolution de la manière dont les softwares sont produits et donc du code. C'est un cas d'usage qui a été identifié très tôt et dans l'appel à projet que j'évoquais tout à l'heure, dans lequel on va soutenir des cas d'usage pour en financer l'accélération, la maturation, on anticipe on a eu beaucoup de réponses sur le code et on anticipe qu'il y aura parmi les lauréats probablement des solutions sur le code puisque c'est un enjeu important, c'est un enjeu qui a un impact direct sur la productivité des codeurs. Il y a plusieurs études qui ont été faites sur le sujet. Celle dont je dispose montre qu'on a, suivant la complexité, entre 50 et 10% de gains de productivité. Je ne sais pas si ces chiffres sont partagés, mais il me semble que ça montre l'impact considérable sur la production des logiciels eux-mêmes de solutions. On a déjà des solutions très opérationnelles. Je ne peux pas ne pas citer Codestral de Mistral AI, qui est l'une des solutions dans le domaine et qui sera le premier impact finalement pour les entreprises. Et puis pour nous, les autres impacts, c'est pour les entreprises clientes de solutions et celles qui développent des modèles, c'est 3 grandes actions. La première, c'est de donner accès aux capacités, aux infrastructures. Et donc, on a pris des initiatives pour donner accès aux capacités de calcul, au supercalculateur Jean Zay. On a indiqué que l'Exascale français, qui s'appelle Alice Recoq, aura une AI Factory, donc sera dès la conception conçu pour délivrer des services, notamment d'entraînement de modèles d'IA. Mais on a déjà des startups qui utilisent les capacités d'entraînement, les capacités de calcul du Jean Zay pour entraîner leur modèle. Jean Zay étant un supercalculateur voilà, de la génération avant à visiter absolument. Tout à fait. Qui était initialement, en fait, jusqu'ici, il était essentiellement utilisé à des fins de recherche ou pour d'autres applications de l'État. Et là, on l'a ouvert à des startups en leur donnant de la capacité de calcul. Et on travaille au niveau européen, d'ailleurs, pour créer un réseau de capacité de calcul avec les supercalculateurs européens pour les startups européennes. Ensuite, on a sur les infrastructures lancé au printemps également un appel à projet sur les services de cloud qui sont spécialement dédiés à l'IA pour, là aussi, soutenir les entreprises qui développent du cloud spécial pour l'IA et donc monter en gamme aussi, accélérer parce que le capacitaire du cloud n'est pas celui qu'on connaît sur des services numériques plus traditionnels. Voilà, et donc il faut des solutions qui sont vraiment adaptées pour des usages d'IA.
Et comme d'une manière générale, dans notre politique sur le cloud, on souhaite qu'il y ait une offre européenne à côté de l'offre des grands fournisseurs de cloud américains, on a voulu aussi les aider à développer ces solutions spécialement pour l'IA. Deuxième action, c'est sur l'accès aux données. Et on pilote avec 16 États membres une initiative qui s'appelle EDIC pour mettre à disposition des bases de données massives européennes pour entraîner les modèles avec donc des bases de données qui reflètent des contenus culturels, des contenus linguistiques européens, donc pour avoir aussi une dimension à la fois pour des bases de données de qualité structurées, donc pour avoir des bases de qualité pour entraîner les modèles, mais en plus avec du contenu européen. Et puis évidemment, on a un sujet de financement. On travaille dans le cadre de l'initiative Scale Up Europe qu'on a lancée pendant la présidence française de l'Union européenne pour qu'une partie des financements de Scale Up Europe puisse s'appliquer sur des entreprises, des levées de fonds d'entreprises de l'IA. On a vu dans certaines levées de fonds récentes que finalement il y avait peu d'investisseurs européens dans les grandes levées de fonds de l'IA, dans les scale-up. Et donc Scale Up Europe peut être une solution et on travaille en vue du sommet de l'AI Action Summit sur d'autres solutions européennes là aussi pour apporter des fonds européens au développement de ces entreprises. Ça va être évidemment probablement un temps fort justement pour réunir des investisseurs et les attirer, notamment les investisseurs européens, vous l'avez dit. Alors, il y a toujours un sujet qui revient sur la table, si je puis dire, c'est les talents. On a beaucoup de talents, on en a toujours eu d'ailleurs, je crois. Bon, c'est certain, je veux dire, c'est pas quelque chose qui est fantasmé. On sait qu'aujourd'hui, il y a de très grands chercheurs, des compétences mathématiques, toutes ces disciplines en fait qui aujourd'hui composent l'excellence en IA et qui nous sont enviées par les acteurs notamment étrangers qui cherchent évidemment à les recruter. Et pour autant, de l'autre côté, on sent que c'est une révolution qui est quand même, je dirais pas lente, mais qui pose question, c'est normal, il y a un questionnement général même, je dirais, un peu partout, et on se pose tous des questions. Et l'économie n'est pas complètement convertie non plus, même si on sent qu'il y a un vrai intérêt. Comment vous expliquez un petit peu ce décalage entre ce que la France sait peut-être faire de mieux et ce qui ne doit pas être produit, c'est-à-dire sans doute ne pas avoir de retard sur le monde qui avance vite de ce côté-là. Les États-Unis et la Chine, on l'évoquera tout à l'heure, investissent énormément, souvent même on est sur des échelles du double. Donc comment faire pour qu'il n'y ait pas justement cette dichotomie entre la France qui innove vraiment beaucoup et en même temps une certaine forme de lenteur sur l'échiquier international? Oui, alors d'abord sur les talents, on essaye aussi d'accompagner le mouvement sur les talents et on a annoncé récemment les AI clusters qui vont être des centres de formation et de recherche en France d'excellence pour l'IA. Donc on va encore augmenter très significativement ce que l'enseignement supérieur en France produit en termes de diplômés en matière d'IA, diplômés de très haut niveau. Donc on veut aussi mener, même si on a déjà beaucoup de talents, on veut mener la course aussi au volume puisqu'on a des besoins pour toutes vos entreprises d'ailleurs qui sont considérables. Donc on lance ces AI clusters pour répondre à ce besoin. Ensuite, sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'IA, on partage le fait qu'il faut accélérer, soutenir nos acteurs. Et donc on agit depuis les chips. Et on a des beaux projets de start-up qu'on soutient pour des chips pour l'IA. On sait que c'est un défi, mais on veut être présent aussi sur le marché, sur les data centers. On a une stratégie sur l'accueil des data centers pour l'IA en France. Il y a eu quelques annonces à Choose France récemment. Et puis jusqu'à les modèles, bien sûr, et jusqu'à l'adoption. Et là, sur l'adoption, c'est là qu'effectivement, on a sans doute le plus à faire. À la fois plus à faire pour diffuser, mais en même temps, probablement, c'est pas là que les besoins de financement public sont les plus importants, puisqu'il nous semble que les gains de productivité qu'on évoquait tout à l'heure sur le code se retrouvent aussi dans beaucoup de cas d'usage. Et donc, c'est plus une question d'accompagner les entreprises, notamment les plus petites, de matérialiser l'effet des cas d'usage. Et donc, pour ça, on a plusieurs actions. On a une première action sur l'accompagnement. Et donc, on a des programmes comme IA Booster qui là, plutôt ciblés sur des PME qu'on accompagne dans l'introduction de l'IA et qui ensuite, d'ailleurs, pour les plus avancées d'entre elles, vont créer des cas qui deviendront des références réplicables dans d'autres PME. On a aussi, par exemple, alors on est ici ce soir
CMA France, mais qui va agir sur la sensibilisation des PME, des TPE pour l'IA, de même que les CCI France et son réseau. Donc, premier enjeu d'accompagnement, de sensibilisation, puisqu'une partie du retard est liée au fait qu'il n'y a pas cette sensibilisation, y compris de manière très concrète, sur pour une PME, ce que ça implique d'intégrer une solution d'IA, les risques, le coût, les questions de talent, justement. La deuxième, c'est que, notamment, à nouveau, pour les plus petites entreprises, une manière d'agir, c'est qu'on va mettre en place une plateforme qui va référencer des cas d'usage de l'IA, dont certains viendront de notre appel à projet et d'autres existent déjà, qui sont des cas qui sont démontrés, en fait, et donc pour montrer aux entreprises que d'autres entreprises comparables l'ont intégré et en chiffrant les gains, en chiffrant le retour sur investissement, pour avoir une approche très très concrète et convaincante, si possible, de ces solutions, de ce qu'elles impactent dans les métiers du chiffre, dans le droit notamment, où il y a des applications très, très importantes et qui sont très vite très rentables en termes de productivité des salariés. Et puis, dernier point, la commande publique. On pense que la commande publique doit aussi à la fois aider à soutenir et puis créer des références, pour les fournisseurs de solutions. On a notamment, en particulier, la commande publique adressée aux PME, aux startups. On a lancé une initiative il y a un an, Je choisis la French Tech, qui a pour objectif et qui a donné des résultats, par exemple, pour objectif de renforcer à la fois l'achat public et l'achat privé auprès des startups. Et pour l'achat public, on a eu des bons résultats, par exemple, dans la cyber, y compris avec des solutions de cyber qui utilisent de l'IA auprès du ministère de l'Intérieur, des douanes, d'autres acteurs publics qui ont identifié l'intérêt de ces solutions et qui vont les acquérir de manière pluriannuelle. Donc on crée des vrais débouchés. Notre idée est de faire la même chose sur l'intelligence artificielle, sur les solutions d'intelligence artificielle pour l'État. Alors là, vous allez faire plaisir à beaucoup de startups et de PME. Il n'y a pas que les startups qui, justement, ça fait pas mal d'années qu'on entend cet écosystème nous dire, à nous les journalistes, et sans doute à d'autres aussi, achetez-nous nos solutions. On a besoin aussi d'avoir ce crédit, cette légitimité de l'État pour aller aujourd'hui, évidemment, demain, conquérir le monde. Ça fait aussi partie des préoccupations, donc c'est une excellente nouvelle. Peut-être un dernier mot, un conseil, peut-être ce soir, à tous les membres qui sont ici présents ce soir, pour les mois qui viennent, notamment sur ce sujet de l'intelligence artificielle. D'abord, on compte sur vous et vous allez jouer un rôle, je l'ai dit en introduction, vous allez jouer un rôle essentiel dans ce challenge de diffusion de l'IA et on est quand même préoccupé du rythme auquel les entreprises vont l'adopter. Donc, vous allez jouer un rôle central sur ce sujet. On voit qu'il faudra de la confiance des clients. Et donc, on a parlé de la régulation tout à l'heure. La régulation va participer à cette confiance, mais ce sera aussi vous qui la créerez, la confiance des clients. Et puis, évidemment, vous pouvez compter sur nous pour nous aider. On est très déterminés à vous aider dans ce domaine. Merci beaucoup à Thomas Courbe. Merci d'être venu nous voir ce soir.